mais tout de suite, voyons ce qui constitue l'actualité insulaire. Tout comme le sud de la France, la Haute-Corse est en proie aux flammes depuis plus de 24 heures. Près de 2000 hectares ont été dévastés par l'incendie d'Olmetta-di-Tude. Pas de victimes, mais plusieurs habitations endommagées. D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés. Le ministre de l'Intérieur est attendu à Bigouille dans les prochaines minutes. C'est l'un des incendies les plus dévastateurs que la Corse ait connu ces dernières années. Près de 2000 hectares ont été détruits par les flammes entre Olmetta-di-Tude et Bigouille, au sud de Bastia. L'incendie n'a pas fait de victimes. Quelques maisons ont été endommagées, mais aucune n'est détruite. Le point, Laura Zéphirin et Guillaume Léonetti. Sur ces images aériennes, d'épaisses fumées au sud de Bastia. Un paysage de désolation. En seulement 24 heures, près de 2000 hectares de végétation détruits. L'incendie s'est déclaré hier en début d'après-midi sur la commune d'Olmetta-di-Tude, avant de gagner rapidement la colline et de se propager notamment sur une partie du Lancon, sévèrement touchée. La chaleur est montée d'un coup, on s'est réfugié à l'intérieur et la température a déformé le volet roulant. Cet habitant constate les dégâts. Il a échappé de justesse aux flammes. Hier, je travaillais de chez moi et c'est mon voisin qui, étant sur le cal, m'a dit le feu a sauté la route. Et quand je suis sorti, j'ai eu la surprise de la voir pas très loin de la maison. Mais hier, au plus fort de l'incendie, d'autres habitants ont préféré rester chez eux pour tenter de sauver leur maison. Et tous les moyens sont bons, même les plus dérisoires. On essaye d'éteindre le feu, puisque ça repart. Et on a peur que cette nuit, ça va redémarrer. Certains ont tout fait pour épargner leur propriété, comme cette mère de famille qui vit ici depuis 28 ans. On a pris des tuyaux d'arrosage, on a pris l'eau dans la piscine, on a fait comme on a pu avec les moyens du bord. On a essayé de sauver les meubles, comme on dit, parce qu'on en a eu très très peu. En revanche, moins de chance pour Joël. Vous avez mon vestiaire. Sa maison, située sur les hauteurs, a été endommagée. C'est une catastrophe. C'est très triste. Je ne sais pas si on ne l'aurait pas sauvé, si on était resté là, si on a... Je ne sais pas, c'est peut-être le regret que je vais avoir, d'avoir été obligé de partir. Certains habitants ont trouvé refuge dans des centres d'accueil, mis à disposition par les communes environnantes. Très vite, la solidarité s'organise. On est monté, si vous voulez, donc au village, puisqu'on a su qu'il y avait des reprises sur la route de Sainte-Lucie. Donc on est monté avec les employés municipaux pour essayer d'aider les gens et puis essayer de coordonner un peu, voir un peu ce qu'il y avait besoin à faire. Voilà. Aucune victime n'est à déplorer, mais les secours restent toujours mobilisés pour éviter une reprise. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir sur cette carte, voilà comment le feu s'est propagé. L'inquiétude des pompiers s'est portée sur le flanc sud et notamment la commune de Borgo. Ils craignaient que les flammes n'atteignent des lotissements voisins. Et malgré l'arrivée de renforts aériens européens dans l'après-midi, plusieurs élus dénoncent une situation qui aurait pu être évitée si les moyens aériens avaient été plus importants. François-Albert Bernardi et Daniel Bansard. Principal risque aujourd'hui, voir le feu atteindre les habitations de la commune de Borgo, à seulement quelques kilomètres du foyer d'Ortal. Les pompiers au sol et dans les airs ont combattu les flammes au milieu des habitations. Malgré le danger, les habitants n'ont pas voulu abandonner leurs biens. Ma maison, j'y tiens comme le poney de monsieur, donc voilà. Je ne la laisserai pas, même s'il y a le feu autour, je ne la laisserai pas. Voilà. Je leur ai dit aux pompiers, moi je ne quitte pas ma maison. Malgré les 350 hommes déployés sur l'incendie, la polémique gronde sur la disponibilité des soutiens aériens. Les syndicats de pilotes de Canadair ont dénoncé l'insuffisance de moyens et le nombre d'appareils cloués au sol. Pour Gilles Simeone, il est intolérable que seul un Canadair ait été disponible. Je pense qu'il y a des lenteurs administratives. Ceci étant, je peux comprendre aussi des situations difficiles. Il y a une pression incendiaire qui est forte, y compris dans le sud de la France. Il y a des moyens qui ne sont pas extensibles à l'infini. Mais lorsqu'il y a une situation d'urgence absolue, il faut prendre des décisions à la mesure de la situation. La décision a été de solliciter les forces aériennes européennes. Gilles Simeone, François Hollande, président du SNIS, et le préfet de Haute-Corse ont obtenu cet accord d'après-midi. Hier, nous avons bénéficié de moyens importants aériens, compte tenu de l'importance de l'incendie. Donc on avait 3 Canadair et 4 avions trackers. Et ce matin, compte tenu de l'indisponibilité technique des avions, on n'a pu disposer que d'un seul avion. Il faut tenir compte de la capacité opérationnelle des avions. Donc ce sont des avions qui ont été extrêmement sollicités hier. Ce sont des avions qui ont des pilotes, donc qui ont des temps de vol. Donc tout ça doit être géré. Ce soir, un Canadair en renfort venu de Gênes a commencé à larguer à 18 h, en plus du Dash, de la sécurité civile et de 2 trackers. Des moyens cruciaux qui permettront sans doute de venir à bout de ce feu peu accessible.
Et je vous le disais, face à l'ampleur de l'incendie, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a décidé de faire le déplacement en Corse. Son arrivée était prévue il y a quelques minutes sur la zone sinistrée. Le ministre doit se rendre compte de la situation et se rendre au contact des soldats du feu. Pour faire le point, nous rejoignons tout de suite Henri Mariani qui se trouve au poste de sécurité de Bigouille. Henri, bonsoir. Vous êtes en compagnie du lieutenant-colonel Jean-Jacques Peraldi. Bonsoir Stella, et vous le voyez peut-être derrière moi, le ministre de l'Intérieur vient tout juste d'arriver. Il était à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile et c'est à bord de cet hélicoptère qu'il va effectuer dans quelques minutes un survol de la zone incendiée avec à bord de l'hélico des officiers des sapeurs-pompiers. À mes côtés, le directeur adjoint du service incendie de Haute-Corse. Bonsoir colonel Peraldi. Alors quelle est la situation ce soir? 1800 hectares parcourus par les flammes, un incendie qui s'est scindé en deux, où en est-on? Écoutez, c'est un incendie, comme vous avez pu le constater, particulièrement difficile pour plusieurs raisons. Le relief, la vitesse de propagation et la défense de points sensibles nombreux qui nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment pour sauver les biens et les personnes. À ce stade, aujourd'hui, nous en sommes à quoi? Une surface qui n'a pas évolué. Donc ça veut dire qu'on a contenu pour l'instant le feu dans son enveloppe, l'enveloppe d'hier soir. 1800 hectares, comme vous l'avez dit, sur lequel il y a des soucis encore particuliers d'accessibilité sur du relief relativement haut. Le vent continue de souffler. Est-ce qu'il y a une inquiétude cette nuit pour les habitations, pour les populations, pour les installations industrielles? Alors je resterai prudent, je dirais non a priori, puisque le feu inaccessible est relativement haut. Le vent souffle effectivement et c'est plutôt le flanc droit côté Borg, hauteur de Borg qui est concerné par une évolution potentielle. Mais pour l'instant on peut dire que les habitations ne risquent rien puisque nous avons mis un dispositif et à la fois de surveillance et de défense de ces points sensibles. Alors combien d'hommes cette nuit sur le terrain et que vont-ils faire concrètement une fois que la nuit sera tombée? Alors, deux phases. La première phase, c'est la phase active où il y a 300 hommes aujourd'hui, plus de 60 engins. Vous avez bien compris qu'on a un dispositif qui mérite d'être renouvelé demain pour continuer l'action. Et il y a lieu effectivement de faire la part des choses entre des périodes de repos et des périodes d'action. Donc la moitié du dispositif sera mis en veille et l'autre moitié sur le terrain cette nuit. Alors il y a eu une polémique, le président de l'exécutif a estimé qu'il n'y avait pas assez de moyens aériens. Est-ce que vous partagez cette position? Écoutez, moi je prends acte du fait que les informations que l'on a relèvent de problèmes de considération technique vis-à-vis de ces moyens aériens qui n'ont pas été disponibles. Nous sommes là pour faire la part du feu, nous sommes là aussi pour faire remonter des informations opérationnelles et je m'en tiendrai strictement à cette démarche. Vous nous confirmez ce soir tout de même l'arrivée d'un Canadair en renfort? Alors bien évidemment nous avons besoin de moyens aériens, le préfet s'est fait le relais de cette démarche, le président de l'exécutif aussi et toute personne à qui nous avons donné les informations techniques ont fait remonter ces besoins au plan national. Bien évidemment nous avons besoin de renforts pour terminer ce feu dès demain. Combien de jours de travail, à votre avis, pour que le feu passe, comme on dit dans votre jargon, éteint? Alors, avant de passer éteint, il y a deux autres phases qui sont la phase de circonscrit et la phase maîtrisée. Circonscrit, ça veut dire qu'on donne la garantie que l'enveloppe ne va pas évoluer, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. C'est pour ça que nous avons besoin effectivement de moyens aériens demain pour terminer le feu sur les reliefs non accessibles. Dans quel état sont les hommes? Écoutez, les hommes pour l'instant sont fatigués, mais pour l'instant on peut dire qu'on tient bon sur le dispositif. Merci colonel d'avoir été notre invité ce soir. Je vous rappelle donc l'arrivée du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui va rencontrer les pompiers ici dans quelques minutes au PC de Bigouille. Merci à vous messieurs pour toutes ces précisions. Et justement, la nuit dernière a été particulièrement éprouvante pour les soldats du feu. Plusieurs ont été intoxiqués par les fumées. Au total, 180 pompiers étaient sur place ainsi que d'importants moyens aériens. Des renforts sont aussi arrivés de Corse du Sud. Une nuit de frayeur également pour les riverains. Grégoire Alcalet et nos équipes de France 3 Corse. Les flammes ne sont plus qu'à quelques mètres du village de Bigouille. Contenir le feu pour éviter qu'il n'atteigne les habitations en contrebas, c'est le combat des pompiers durant toute la nuit. Dans un décor quasi apocalyptique, le poste de commandement a été installé sur le rond-point d'Ortale. À l'intérieur, plusieurs élus viennent s'enquérir de la situation. Les sapeurs-pompiers, eux, sont sur le qui-vive. Quand tu arrives là-haut, essaie de me voir si tu as vraiment besoin de toi ou pas. Tu sais pas où tu montes, hein. Au-dessus de chez moi, donc c'est bon, vas-y. 612. 612, ça va aller. Avec des renforts venus de Corse du Sud et de l'Aveyron, près de 300 hommes sont mobilisés. La nuit tombée, les Canadair et autres appareils bombardiers d'eau sont cloués au sol. La tâche s'annonce donc difficile. Vous avez vu qu'il y a des sautes de feu dans tous les sens à cause d'un vent tourbillonnant. Donc les moyens sont prépositionnés sur toutes les habitations, les défenses de points sensibles, la station-service, les sites industriels.
Les rafales de vent soufflent à plus de 100 km/h. Une contrainte de plus pour les pompiers. Le feu a littéralement sauté la route nationale, fermée à la circulation. Dans la zone industrielle de Dragone, l'enjeu est double. Samedi dernier, un incendie s'est déjà déclaré dans une entreprise de recyclage de déchets. Cette nuit, il repart. À quelques mètres dans un autre entrepôt, les riverains se substituent aux pompiers, retardés sur d'autres fronts. On essaie de remplir les toupies en fait d'eau pour essayer d'éteindre le feu pour pas que ça se propage dans le dépôt en fait, parce que après que ce soit propagé, c'est trop tard. Donc après, on a déjà préparé toutes les voitures pour pouvoir filer si ça commence à atteindre le dépôt. Les secours qui ont lutté toute la nuit restent mobilisés avec un dispositif de 200 hommes sur le terrain. Près de 2000 hectares détruits. Les causes de cet incendie restent pourtant encore inconnues. Une enquête menée par le procureur de la République et conduite par la cellule d'investigation des forêts est en cours. L'une de nos équipes s'est rendue à l'entrée du village d'Olmé-Taditoud, une zone soumise à une forte pression incendiaire. Anne-Marie Letch à Christian Giuliano. Un bas-côté de route noircie juste en dessous du village d'Olmé-Taditoud. C'est ici que le feu est parti hier. À 40 mètres à peine d'un point de surveillance des pompiers, ce sont eux qui ont donné l'alerte. À cet endroit, les matériaux pour embraser le maquis ne manquent pas, brindilles, morceaux de verre. Mais l'enquête pour en déterminer les causes, accidentelles ou criminelles, démarre à peine. Sous l'égide du CETIF, la cellule d'investigation des feux de forêt, qui comprend sapeurs forestiers et gendarmes. Sans en attendre les conclusions, dans cette région du Nez, souvent soumise à une pression d'incendiaire, le feu d'hier a ranimé l'inquiétude des habitants et des élus. Il n'y avait pas de faille dans le dispositif. Malheureusement, les choses se passent, même si on met tous les moyens utiles, les choses se passent quand même, malheureusement. À Olette, face à la menace du feu, une réserve communale avait été créée. Mais 4 ans après l'arrestation d'un incendiaire, les habitants se pensaient à l'abri. La surveillance y est. On voit les camions qui sont dans les limites de communes. Et donc non, ça nous rassure. Hein. Mais on n'est pas à l'abri d'un imbécile qui nous met toujours cette allumette et qui fait peur pour nos familles, nos enfants, pour nos amis. Voilà, hein. Ça s'arrête 5 minutes, ça reprend. Et de reprises, il y en avait sur les hauteurs d'Olette en fin d'après-midi. Faute de moyens aériens, les pompiers sont allés chercher le feu, comme ils disent, en plein maquis, en se servant des zones déjà parcourues par les flammes. Des foyers pas très mobiles, mais difficiles d'accès qui restent ce soir encore, menaçants pour les habitations. Le combat des hommes du feu n'est pas terminé. Ces dernières 24 heures, les internautes ont massivement relayé des photos et vidéos des flammes, des images parfois impressionnantes. Un hashtag Solidarita per Bigoul y a même été créé. Voyez dans ce reportage signé Jean-André Martiagne et Rosanne Morer. Une vision apocalyptique. Des flammes impressionnantes qui menacent les habitations. Des vidéos comme celle-ci inondent ce matin les réseaux sociaux. Hier soir à Bigoul, de nombreuses personnes doivent évacuer leur maison, pendant que les pompiers tentent de maîtriser le feu. À cela s'ajoutent des routes coupées et l'absence d'électricité dans plus de 500 foyers. C'est alors que la solidarité s'organise. 6000 tweets concernant Bigoul sont postés, parmi eux de très nombreuses propositions d'hébergement pour les sinistrés. Les centres de sport, de loisirs, les gymnases sont également réquisitionnés. Les services de la préfecture sont aussi très présents dans les fils d'actualité. Tout au long de la soirée, ils informent, rassurent, mais revers de la médaille, annoncent le feu maîtrisé aux alentours de 21 h. À tort donc, puisque les flammes continuent de progresser cet après-midi. Et direction maintenant la Corse du Sud où un incendie s'est déclaré ce matin à Propriane où les flammes ont parcouru une vingtaine d'hectares menaçant des habitations. Le feu est désormais maîtrisé. Les gendarmes ont par ailleurs procédé à l'arrestation d'un homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie. Ce dernier n'a pas été pris en flagrant délit. Il est actuellement entendu à la gendarmerie. Dans le reste de l'actualité, le Sporting Club de Bastia définitivement relégué. Le conseil... Et avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. La Haute-Corse est en proie aux flammes depuis plus de 24 heures. Près de 2000 hectares ont été dévastés par l'incendie d'Olmé-Taditoud. Pas de victimes, mais plusieurs habitations endommagées. D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés. Ce soir, le ministre de l'Intérieur est sur place. Il doit rencontrer les pompiers et survoler la zone sinistrée.